Bonjour. Ce qu'on continue de constater, grâce en quelque sorte à cette guerre qui se poursuit entre Russes et Ukrainiens, c'est que justement le pouvoir de la propagande est toujours, aussi important. Bien que nous ayons aujourd'hui des outils extraordinaires, l'internet, les chaînes info H24, la presse écrite et cetera, ça n'empêche que nous sommes constamment bombardés par une propagande pour nous vendre une version, d'une histoire. Alors justement, tous ceux qui s'adonnent à la propagande connaissent un peu les ingrédients nécessaires pour faire passer une pilule. Édouard Bernays, qui est un peu le parrain de la propagande au XXe siècle et qui a énormément inspiré les travaux de Goebbels, plus tard ministre de la propagande des nazis, connaissait l'effet de la répétition et il a insisté dessus. Et justement, je pense qu'au moment où nous étudions, encore une fois, il y a un intérêt toujours grandissant en Algérie pour comprendre ce qui s'est passé ces 20-30 dernières années par rapport à l'identité et l'histoire algérienne, c'est de comprendre comment certaines formules ont été répétées, assénées, martelées tellement de fois qu'elles sont devenues des évidences que nous ne remettons plus en question. Alors justement, au lendemain de l'indépendance, il y a eu la naissance de ce mouvement berbériste en France par le biais de l'Académie berbère et qui était chapeauté justement par des maîtres à penser français qui maîtrisaient justement les techniques de propagande. Alors, l'une des choses qui est immédiatement devenue évidente au lendemain de l'indépendance et qui a été encore une fois martelée au point de devenir une évidence, c'est que le choix de la langue arabe par les premiers gouvernements algériens, que ce soit celui de Boumedienne ou celui de Ben Bella, pardon, puis celui de Boumedienne, c'était justement pour punir les Berbères et les frustrer de leur identité véritable. Alors bien évidemment, le choix de l'arabe n'a pas été fait dans ce but-là. Il fallait qu'il y ait une rupture avec la France, la langue française, tout ce qui était en rapport avec la culture française, au vu de 132 ans de colonisation, ce qui était une évidence. On ne pouvait pas adopter des différents berbères, étant donné qu'il n'y avait pas, et il n'y a toujours pas d'ailleurs, un langage berbère commun à tous les peuples berbères, toutes les communautés berbères d'Algérie ou même du Maghreb. Et donc le choix de l'arabe est non seulement le plus pratique, mais aussi le retour à la langue qui était celle d'usage avant la colonisation française. Mais bien évidemment, ces berbéristes-là qui utilisent de l'esprit de persécution pour faire aboutir leur idéologie, ont répété à des nouvelles générations d'Algériens qu'il y a eu un désir manifeste de punir les Berbères en imposant de force une langue arabe qui est, d'après eux, bien évidemment, étrangère au pays. Alors, bien évidemment, c'est faux. Les traces et la culture et la langue arabe sont omniprésentes au Maghreb depuis très très longtemps et les traces, justement, sont visibles un peu partout, notamment dans tous les textes qui ont été écrits, rédigés par les grands lettrés d'Algérie d'avant la colonisation française, dans les zones les plus berbérophones d'Algérie aussi. Donc voilà, ça a été ce premier chantage en quelque sorte a été répété au point où justement aujourd'hui on considère que l'arabe, la langue arabe est en quelque sorte une punition. Bon, bien évidemment, j'ai expliqué que c'était pas le cas. L'autre point était celui de s'approprier le récit de la guerre d'indépendance. Alors justement, quand ces berbéristes des années 60 accusent le pouvoir essentiellement de Boumedienne de vouloir punir un peu les berbères en choisissant l'arabe, ils omettent très souvent de rappeler que Boumedienne en particulier, Ben Bella n'est pas resté suffisamment longtemps, mais Boumedienne en particulier a fait un choix, certainement pour maintenir une cohésion nationale qui avait été terriblement fragilisée par la crise berbère de 49, et donc a choisi de mettre la lumière assez particulièrement sur la guerre d'indépendance, peut-être par ego aussi, puisque lui-même en était une figure de proue, mais aussi pour maintenir une cohésion nationale, pour ne pas avoir à traiter du sujet très délicat de l'arrivée de la France en Algérie et de ce qui s'est passé à cette période. Alors, il y a encore une fois dans le récit
de la propagande et de la répétition, 3 formules qui ont fait un peu le lit de ce que je vais appeler la suprématie berbériste, et c'est bien évidemment de s'approprier encore une fois le récit de la guerre d'indépendance. Et donc ça consistait à asséner 3 formules. D'abord la première étant la Kabylie, puisque l'idéologie berbériste est kabylocentriste, on le sait, pour rappeler les propos de Salem Shaker, de Mouloud Ma'amri, etc. Et donc, pour affirmer, pour s'approprier ce récit, la première formule consistait à dire la Kabylie a payé un très lourd tribut durant la guerre d'indépendance. Alors, cette phrase, elle est somme toute normale et tout à fait acceptable. En effet, la Kabylie a réellement payé un lourd tribut, à l'instar de toutes les autres communautés et de toutes les autres régions d'Algérie, que ce soit dans le sud, que ce soit en Oranie, que ce soit dans l'est. Bref, toute l'Algérie a payé un lourd tribut et il n'y a rien de particulièrement tendancieux à dire ou à rappeler que la Kabylie, elle aussi, a payé un lourd tribut durant la guerre d'Algérie. La deuxième étape, et là on rentre dans le plus problématique, c'est de répéter la Kabylie a payé le plus lourd tribut de la guerre d'Algérie. Alors là, on est déjà dans le récit mensonger et dans le déni et dans le négationnisme du sacrifice algérien dans sa totalité. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu une seule région qui s'est davantage sacrifiée pendant la guerre d'Algérie. Il y a eu toutes les régions qui se sont justement et qui ont pour rectifier les erreurs du passé, se sont toutes organisées presque en même temps d'ailleurs, ce qui a été une réussite spectaculaire et flamboyante de la guerre d'Algérie pour lutter contre le colonialisme. Donc il n'y a pas eu une région qui mérite des gloires davantage qu'une autre. Et puis on passe à la troisième étape qui a été martelée, qui s'est normalisée par le biais de ce que j'appelle les enfants de la première promotion de l'Académie berbère. Donc on parle de ceux qui sont nés à partir des années 70, que l'on reconnaît parce qu'il ne s'appelle plus Mohand ou l'Arbi, mais plutôt Jugurtha ou Massinissa, et qui, eux, avancent une formule qui est maintenant très grave, puisqu'elle instaure un sentiment de suprématie kabylo-berbériste, et qui consiste à dire « nous vous avons libéré de la colonisation française ». Donc il y a une appropriation complète de la guerre d'indépendance, il y a une négation totale du sacrifice algérien, et il y a aussi cette notion qui s'est imposée, qui place la totalité des Algériens en posture de redevance. Nous retrouvons donc, nous avons donc une dette désormais envers une seule région, étant donné que c'est cette seule région qui s'approprie la totalité des gloires du conflit, et qui nous rappelle qu'on lui est redevable. Et là se crée justement ce sentiment de suprématie berbériste qui se transforme au fil des années par le biais de ce diktat que j'appelle le diktat berbériste, en voulant réécrire l'histoire, en voulant se réapproprier l'identité algérienne, en voulant occulter 14 siècles d'une histoire de tout un peuple, de l'identité plurielle de ce pays. Alors justement, on parle sans cesse qu'on est très fier de la pluralité et des identités plurielles du pays, tout en nous martelant d'un autre côté qu'on est tous obligatoirement amazirs et que si on refuse ce discours-là, on se doit de retourner au Yémen, en Arabie ou en l'occurrence dans mon cas en Turquie, ce qui est sympathique parce que moi en tout cas j'ai le choix de 3 destinations pour mon exil. Voilà, donc ce que les pouvoirs d'après l'indépendance ont fait, c'est se concentrer davantage sur le récit de la guerre d'indépendance, comme je l'ai dit, pour ne pas avoir à aborder le très délicat sujet de ce qui est arrivé en 1830. Et donc justement, parlons-en. En 1830, celui qui prend les armes contre la colonisation française, c'est l'émir Abdelkader. Il est à la tête de ses troupes, il prend les armes lui-même. Bien évidemment, il n'est pas seul. Il y a des milliers de soldats autour de lui, essentiellement de Mascara, sa région, mais Mostaganem, Serida, Sidi Blabès, Waharan. Donc toute l'Oranie s'embrase et fait la guerre à la France pendant 17 ans. Alors, juste pour situer un peu, parce que quand c'est dans le passé, quand c'est très lointain, on a du mal à imaginer, mais 17 ans, c'est l'équivalent pour ceux qui ont vécu et la décennie noire et même la guerre d'Algérie, c'est l'équivalent justement de la guerre d'Algérie et de la décennie noire, sachant que les violences ont commencé dans les années 90, après 1992, après le bombardement, après les attentats terroristes de l'aéroport d'Alger. Donc ça a commencé en 92, et donc
17 ans, c'est l'équivalent de ces 2 chapitres noirs, sinistres et sanglants de notre histoire. Et voilà que toute l'Oranie a combattu pendant toutes ces années-là. Qu'est-ce que ça signifie 17 ans de combat? C'est des guerres sans cesse, des luttes, des morts évidemment. Ce sont à chaque fois des milliers d'hommes qui sont perdus au champ de bataille. Ce sont des milliers de veuves. Ce sont des milliers d'orphelins aussi qui sont le résultat de ces conflits incessants. C'est aussi l'impact sur la population civile, ceux qui ne prennent pas les armes, les vieillards, les femmes, les enfants, mais qui se retrouvent punis soit justement par les conséquences de la guerre, soit parce que les généraux français, comme Pélissier par exemple, décident de punir les populations civiles en commettant des massacres sans précédent, notamment par exemple les enfumades du Dahra, où la totalité de la tribu des Oulad Riyah sera complètement exterminée dans des conditions atroces d'ailleurs. Et voilà. Et pendant ce temps, que se passe-t-il donc notamment en Kabylie? C'est que le Cheikh al-Muqarrani, qui est ce noble, ce notable de la région, collabore complètement, accepte et invite complètement la France à s'installer en Algérie. Il collabore. Il reçoit d'ailleurs pour cette association, cette alliance, une pension de la part de la République française. Il reçoit un titre honorifique. On lui permet de garder évidemment ses terres et d'augmenter un peu son prestige via donc l'argent et puis le soutien qu'il reçoit des nouveaux dirigeants du pays. Et il met d'ailleurs, il aide aussi à mettre au service de la France les zouaves qui vont s'illustrer, comme le situe le baron Henri Aumartin, qui vont s'illustrer dans de différentes campagnes militaires dans lesquelles s'engage la France, comme la campagne de Mexique, de Crimée, d'Italie, de Cochinchine, bref, ces zouaves sont très très efficaces sur les champs de bataille plutôt pour la France, mais bien évidemment, ils ne se déplacent pas en Oranie toute proche pour apporter un soutien à l'émir Abdelkader. D'ailleurs, ce même baron Aumartin stipule dans son récit qui s'appelle Les Kabyles et la colonisation d'Algérie. D'ailleurs, il a vécu, je crois, 4 ans en Kabylie, il est mort à Sidi Mansour. Et il racontera comment, malgré le prestige religieux de l'émir, parce qu'il jouissait d'un prestige extraordinaire, et malgré ses appels répétés aux populations, notamment de Kabylie, ces appels resteront vains, et justement, il combattra seul, enfin lui et ses soldats. Donc voilà des chapitres et des passages un peu douloureux dont on ne parle jamais. Et on remarquera aujourd'hui notamment que ceux qui avancent sans cesse la thèse que l'émir Abdelkader a trahi sont pratiquement toujours des berbéristes. Et donc le but étant d'occulter les 17 années de sacrifice, la quasi-totalité du sacrifice, non seulement de celui de l'émir, mais de tous ceux qui ont combattu auprès de lui, pour ne se focaliser ensuite que sur l'insurrection de 1871 qu'on présente comme étant équivalente au moins aussi glorieuse, voire même plus que celle de l'émir. Or, justement, 1871, c'est 41 ans après l'arrivée de la France. Donc, les 17 premières années où l'émir combattait pratiquement seul, enfin bref, en tout cas sans l'aide d'autres tribus influentes, il y avait des régions, notamment en Kabylie, où on était complètement à l'aise avec la présence française, justement, au point de mettre des soldats locaux au service de la France. Et il faudra attendre, donc même lorsque justement l'émir dépose les armes enfin, pour épargner la population civile qui est épuisée, qui est martyrisée, qui est toujours endeuillée, il dépose donc les armes et l'un de ses lieutenants, Cherif Boubarla, décide d'aller et soulever le Durdura. Il sera aidé par Fatma Sommer, qui, elle, sera l'une des seules figures à voir la validité et la valeur de ce combat. Et ce même Cherif Boubarla, tristement, sera lui aussi tué dans un guet-apens et sa tête coupée et remise aux Français par le fils du notable Cheikh Muqarrani. Donc, encore une fois, on voit aussi
ce chapitre un peu difficile à raconter parce qu'il n'est pas très glorieux, pour parler des premières trahisons et des premières divisions qui ont eu lieu au sein de la société algérienne au moment même où nous devions faire front pour combattre la colonisation. Alors en 1849, le Cheikh Bouziyane, autour de Biskra, encore une fois à l'appel de l'émir Abdelkader, décide de prendre les armes et il se passe la fameuse insurrection des Racha, mais qui sera réprimée de manière sanglante. Et les plus vaillants soldats de la France s'avèrent encore une fois être les Zouaves, qui eux, encore une fois, sont chargés, enfin ne sont pas chargés plutôt, ils se portent volontaires pour exécuter le Cheikh Bouzeyane et son jeune fils, un adolescent, je crois d'une 15-16 ans. Et sa tête sera donc découpée, placée sur une baïonnette, celle et son fils, et remise au général français en charge de mater l'insurrection autour de la région de Biskra. Et donc, il aura fallu attendre 1871 pour voir enfin les Moqarani décider de prendre les armes pour combattre les Français. Mais dans quel contexte ce combat a eu lieu? Et alors là, c'est très important de le rappeler parce que beaucoup diront oui, c'est voyant la France affaiblie par la guerre de Prusse, il y a eu une espèce d'intelligence de voir la France en position de faiblesse et donc le moment était propice à une attaque. Non. En fait, justement, la campagne de Prusse, qui était venue à l'issue de plusieurs campagnes militaires, avait grevé le budget de l'État français et avait laissé les Français forcés de serrer la ceinture. Et donc, ils ont décidé de suspendre la pension qu'ils remettaient au Cheikh Moqarani, pardon. Et en plus de cela, beaucoup de propriétaires terriens de l'Est algérien se sont vus confisquer leurs terres au profit de communautés venues d'Alsace qui venaient s'approprier tout simplement leurs terres et même transformer les hommes qui jadis étaient propriétaires de ces terres en employés de ces nouveaux arrivants. Donc le climat est très tendu. Cheikh El-Moqarani décide, d'ailleurs je cite, je crois que c'est l'Estafette d'Alger qui était un quotidien des colons, je sais plus quel quotidien d'ailleurs, avait déclaré que Moqarani avait averti les autorités françaises de manière assez théâtrale puisqu'il leur donne un peu l'information qu'il s'apprête à prendre les armes. Et donc se déclare cette insurrection que l'on devrait plutôt appeler l'insurrection de l'Est algérien plutôt que Moqarani, puisque Moqarani ne l'a fait que dans la mesure où ses intérêts personnels étaient impactés. Aujourd'hui, bien évidemment, on en parle et on essaie de dresser un parallèle entre cette insurrection-là et 17 ans de campagne de l'émir Abdelkader, ce qui est un peu excessif, je pense, et qui s'inscrit aussi un peu dans cette logique de ménager les tenants de l'idéologie berbériste pour ne pas avoir à toucher au sujet sensible. D'ailleurs, quand j'oublie son nom, le fils du feu, le colonel Amérouche, quand il a porté atteinte un peu à la mémoire de l'émir Abdelkader, il a précisé qu'il s'était inspiré de textes historiques, mais c'est intéressant de voir que tout en fouinant dans le 19e siècle, il a fait une lecture très partielle des événements qui ont impacté notre pays durant cette période-là. Alors bon, l'insurrection sera enfin matée. Boumezrag el-Moqarani fera une offre de soumission à la France, mais au vu de ce que la France proposait, il a finalement décidé de poursuivre parce que ça ne servait à rien. Ils lui ont même pas promis de l'épargner, donc il a décidé de continuer le combat. Et de toute façon, les frustrations au sein de toute l'Algérie et l'Est algérien, bien sûr, à l'instar des autres régions, étaient très affectées par ces campagnes militaires qui étaient d'une violence inouïe, ces punitions et ces campagnes très punitives de la part de la France coloniale. Et donc, toute la région Est et Sud n'a pas donc hésité à répondre à l'appel de Cheikh El-Moqarani, qui était aussi soutenu par la Zawiya Rahmania, qui jouissait d'une grande aura religieuse autour de la Kabylie et dans l'Est algérien. Donc voilà. C'est un passage difficile à raconter, évidemment, parce qu'on a un peu appris aux Algériens depuis l'indépendance qu'on a associé le mot Moqarani
quasi exclusivement à cette insurrection glorieuse, sans véritablement aller dans les détails qui font que cette insurrection n'a eu lieu que parce que les intérêts personnels de cette famille ont été touchés et qu'au final, il y avait eu aussi une accointance avec la France un peu excessive qui n'est pas tout à fait glorieuse. Alors, on avance un peu dans le temps. L'insurrection est matée, mais le Cheikh Bourmama, à la frontière marocaine, reprend le combat. Et puis, par la suite, le fils de l'émir Abdelkader, l'émir Khaled, qui a eu l'intelligence, en fait, d'intégrer l'armée française pour comprendre les rouages du système colonial, parce que évidemment, le meilleur moyen, pardon, de comprendre son ennemi, c'est de s'intégrer parfaitement dans son milieu et de le comprendre. Et donc, au lendemain de la Première Guerre mondiale, il sera très impliqué dans les mouvements nationalistes naissants, notamment. Il sera d'ailleurs l'un des membres d'honneur de l'Étoile nord-africaine, qui elle est fondée d'abord par Hadj Ali Abdelkader, qui est un syndicaliste venu de Relizane et qui est installé en France et qui, encore une fois, s'imprègne de la politique, de ce qui se passe dans le Paris très mouvementé de l'après-guerre mondiale, la première guerre mondiale, donc le bolchevisme, etc. Et tous ces mouvements sont en ébullition à Paris. Et donc, c'est un peu là où tout se passe. Donc, Hadj Ali Abdelkader décide de créer l'Étoile nord-africaine soutenu par l'émir Khaled, etc. Et après sa dissolution, elle sera reprise par le charismatique Messali el-Hadj. Et aussi, avant cela, je crois, il y avait le docteur Bentoumi aussi qui se démène dans ces milieux politiques et qui forme la naissance du nationalisme politique, c'est-à-dire que après la défaite, enfin, après l'arrêt des conflits du Cheikh Bourmama, les Algériens ont compris que la lutte allait d'abord se faire de manière politique et puis ensuite on va revenir en 54 à la guerre de libération. Donc voilà, tous ces mouvements, toutes ces personnalités sont très occultées dans l'histoire algérienne. Je rencontre très souvent des gens qui ignorent le nom de Hadj Ali Abdelkader, qui ignorent le rôle qu'a joué l'émir Khaled dans les mouvements politiques du début du siècle. La presse algérienne, qui est en général d'obédience d'ailleurs berbériste, ne s'est focalisée que sur le fait qu'il avait intégré l'armée française, mais qui a complètement occulté le rôle qu'il a joué dans les premiers mouvements nationalistes. D'ailleurs, Lyautey, qui est l'un des parrain de ce que au Maroc on appelait la politique berbère, en Algérie on appelait ça la politique kabyle, mais au Maroc on appelait ça la politique berbère. Le général Lyautey se méfiait de Khaled et avait averti les autorités françaises de ne pas se fier à justement son rôle et ce qu'il avait fait au sein de l'armée, parce qu'il voyait en lui une menace justement à l'administration coloniale dont il était un grand défenseur lui-même. Voilà, c'est pour revenir, donc on avance dans le temps et la guerre d'Algérie éclate. Il y a évidemment des combats qui ont lieu un peu partout. Alors, comme je l'ai dit, je crois précédemment dans une vidéo, le maquis de Kabylie se prêtait particulièrement au combat. Et bien évidemment, de nombreux Kabyles ont trouvé la mort et se sont illustrés au combat. Mais mourir dans les maquis de Kabylie ne signifie pas exclusivement qu'on est uniquement de Kabylie. Les maquis, s'apprêtant justement au conflit, ils ont attiré des combattants des 4 coins du pays. D'ailleurs, pour revenir un peu à un chapitre un peu douloureux de notre actualité, si Djamel Ben Smaïn était mort pas dans les conditions que nous connaissons, mais tout simplement en combattant les flammes auprès de ses frères qui souffraient en Kabylie, statistiquement, on aurait tout simplement relevé qu'il s'agissait d'un énième mort en Kabylie sans véritablement savoir qu'il n'était pas de la région. Or, au vu de ce qui s'est passé, on sait bien évidemment qu'il n'est pas de là-bas puisqu'il est d'Ain Defla, mais c'est pour dire que mourir dans un endroit ne signifie pas que les gloires du combat allaient être exclusivement
attribué à une seule région, puisque comme je l'ai dit, toutes les régions d'Algérie ont souffert. Bon, avec les 17 années de combat, c'est toute la démographie de l'Ouest algérien qui en a pâti, puisque c'est une région du pays qui a perdu près d'un tiers de sa population. Dans le Grand Sud, Regen a subi les radiations. Dans l'Est, les confiscations et les différentes insurrections qui ont eu lieu ont laissé des stigmates sur la population civile et les famines d'une importance extraordinaire. Donc, les stigmates de la guerre d'Algérie ont été ressentis dans les 4 coins du pays, et il est juste de rappeler qu'il n'existe pas une seule région, une seule communauté qui mérite davantage de gloire. Et comme je l'ai dit, le fait de mourir dans un endroit ne signifie pas nécessairement que cet endroit a combattu davantage. D'ailleurs, je vous laisserai sur une dernière note. La majorité des groupes armés des GIA à la fin des années 90 et après la réconciliation nationale se sont réfugiés en Kabylie, parce que justement la Kabylie, les montagnes de Kabylie ont des grottes, des rivières, etc., et des endroits où on peut se regrouper. Ce n'est pas pour autant, à ma connaissance, que l'on pourrait attribuer les GIA exclusivement à la Kabylie. Donc de la même manière que si les GIA ne sont pas kabyles, on ne peut pas non plus décréter que la majorité des moudjahidines qui sont morts en Kabylie sont exclusivement kabyles. Voilà, je vais vous laisser sur cette note-là. Petite information, on parle très souvent des archives de la guerre d'Algérie qui doivent être ouvertes incessamment. Bon, ceux de la guerre d'Algérie, de toute façon, ne se prête pas à cette vidéo, puisque moi je me suis fiée à ceux qui sont déjà dans le domaine public. Et donc pour ceux que ça intéresse, je vous invite à suivre la page Facebook Berbère de Sion, où je vais inclure un peu dans une publication toutes les références que j'ai utilisées justement pour pouvoir étudier de manière un peu plus approfondie plutôt la campagne de colonisation d'Algérie, c'est-à-dire que l'arrivée de la France coloniale et les premières années de cette entreprise coloniale. Merci pour votre attention. Au revoir.